Comment on fait une intro déjà? Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini? Hello à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du journal de l'e-commerce. Le journal de l'e-commerce, pour rappel, c'est le format où je vais vous partager toutes les actus e-commerce et acquisition digitale. On va aussi vous partager les astuces et observations qu'on peut avoir nous en interne chez Kudak. Pour rappel, Kudak c'est quoi? C'est une agence social ads. Donc on va faire de l'acquisition Facebook et Instagram ads, Snapchat, Pinterest et TikTok. Et on a d'ailleurs lancé notre offre TikTok organique où on fait percer votre marque sur TikTok. N'hésitez pas à venir en bio pour en savoir plus. Et c'est parti, aujourd'hui on va donc aborder 3 points. Le premier, c'est la période Q5. Donc Q5, qu'est-ce que c'est? Q5 en fait, c'est tout simplement la période qui va s'étendre fin Q4 jusqu'à début janvier. Donc environ du 26 décembre au 15 janvier. Et en fait, c'est une période assez intéressante en acquisition digitale. Pourquoi cette période, elle est intéressante? Et bah tout simplement parce qu'il va y avoir un certain nombre de facteurs qui vont contribuer à faire diminuer les coûts publicitaires. Par coûts publicitaires, on entend les CPM principalement, mais aussi du coup tout ce qui va en suivre, donc vos CPC et vos CPA. Et parmi les facteurs qui vont contribuer à cette diminution des coûts publicitaires, il y a plusieurs choses. Et donc parmi les choses qui vont contribuer à faire baisser les coûts publicitaires, il va y avoir tout d'abord le fait que de nombreux appareils vont être activés pendant cette période du fait des cadeaux de Noël. Beaucoup de personnes vont avoir de nouveaux téléphones, de nouvelles tablettes et de nouveaux ordinateurs, ce qui fait qu'en fait les gens vont passer plus de temps dessus et augmenter leur dwell time, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus de temps à scroller et on va avoir plus d'opportunités de leur montrer des publicités. En second, il va aussi y avoir l'enchère globale qui va diminuer, donc en fait tout simplement la plupart des annonceurs après Noël vont drastiquement diminuer leur budget publicitaire. Oh là là, c'est la décadence. Donc la concurrence et l'enchère va diminuer, ce qui va encore une fois faire baisser vos CPM. Donc Facebook, il nous le montre à travers une présentation, c'est que globalement, après Noël, on a vraiment une chute et ça remonte petit à petit au fur et à mesure de janvier. Donc cette période, elle n'est pas du tout à négliger. En plus, on pense généralement que l'intention d'achat, elle diminue complètement après Noël parce que tout le monde a fait ses cadeaux et tout le monde s'est fait plaisir. Mais en fait, pas du tout, parce qu'après avoir fait plaisir à sa famille, les gens, ils ont aussi envie de se faire plaisir à eux-mêmes. En plus de ça, il va y avoir janvier, donc l'arrivée des nouvelles résolutions, l'envie de repartir du bon pied et de reprendre des bonnes habitudes. Donc si vous avez un produit qui peut aider les gens dans leurs bonnes résolutions, alors là, c'est censé être le jackpot et il faut absolument profiter de Q5. Donc attention cependant, pour bien profiter de ce moment, il va falloir un petit peu adapter vos messages publicitaires. Donc là où avant, sur Q4, on était plutôt sur faites plaisir à votre famille ou achetez ce cadeau pour telle personne, etc. Sur Q5, on va plutôt être sur du faites-vous plaisir ou alors faites-vous des cadeaux. Ensuite, il va falloir inciter le consommateur à tester votre produit, à lui montrer comment votre produit peut accompagner ses bonnes habitudes ou peut l'accompagner sur l'année 2022, l'aider à atteindre ses objectifs, à évoluer et à être plus efficace. Aussi, vous pouvez potentiellement mettre en place des promotions spécifiques sur par exemple des abonnements annuels ou des cures Restart pour le début de l'année. Ensuite, vous pouvez potentiellement imaginer une offre adaptée justement à l'année. Donc par exemple, si vous êtes une application, vous pouvez proposer un code promo sur l'abonnement annuel qui ne va être valable que pendant la première semaine de janvier, pour créer un petit peu un sentiment d'urgence. Et pour ce qui est d'autres produits, peut-être essayer de faire des bundles ou alors des cures pour vraiment donner cette notion d'accompagnement sur le début de l'année. Et aussi, l'autre axe que vous pouvez tester, c'est celui de la nouveauté. Parce que voilà, on commence une nouvelle année, les gens sont plus ouverts, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Alors vous pouvez essayer d'aller titiller leur côté aventureux et les inciter à tester votre produit. Donc voilà sur la période de Q5, en tout cas, ne sous-estimez pas cette période et je vous souhaite bon courage. Au revoir. Deuxième point maintenant qui repose sur la question faut-il vendre son produit sur d'autres plateformes? Par d'autres plateformes, j'entends potentiellement des marketplaces spécialisés sur des produits de beauté, sur des produits de bien-être ou alors par exemple Amazon. Cette actu, elle nous vient suite à un podcast que j'ai écouté, c'est le podcast Le Panier. Donc c'est l'épisode 128 avec Alex Dolag de Nosoptics qui en fait nous parle à un moment de son expérience de vendre ses produits sur Amazon. Donc pour vendre sur Amazon, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est de vendre via Amazon Marketplace. Donc Amazon Marketplace, ça veut dire que vous, en tant que vendeur, vous allez mettre votre produit sur la plateforme et c'est vous qui allez quand même gérer les stocks et l'expédition. Donc quelque
quelqu'un qui achète votre produit via Amazon va quand même recevoir votre packaging, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est Amazon FBA. Donc Amazon FBA, là vous mettez votre produit dans l'entrepôt d'Amazon et c'est eux qui gèrent l'expédition. Donc généralement, votre produit, il va passer en mode Prime, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir se le faire livrer ultra rapidement, etc. Et la dernière chose, c'est Amazon Vendor. Là, c'est un petit peu plus différent parce que Amazon va vraiment vous acheter du stock et puis faire comme Amazon FBA, c'est-à-dire envoyer le colis lui-même. Donc chacune des méthodes a des avantages et des inconvénients. Pour Amazon Marketplace, ça peut être très cool pour avoir de la visibilité. En revanche, ça reste assez limité parce que Amazon n'aime pas trop quand c'est pas lui qui gère tout de A à Z, donc du coup, il va un peu moins vous pousser que par exemple Amazon FBA. Amazon FBA, pour le coup, c'est un petit peu mieux en termes de visibilité, comme c'est Amazon qui gère le service et l'expédition. Et Amazon Vendor, c'est assez similaire, mais il faut quand même un certain volume pour passer dans cette catégorie. Et donc, c'est assez intéressant parce que dans ce podcast, Alex Delac, qui a testé les trois, nous partage son expérience. Et globalement, ce qui nous explique sur le fait de vendre sur Amazon, c'est que c'est très compliqué d'avoir une maîtrise de son image. Par exemple, pour modifier la fiche de votre produit, il faut d'abord ouvrir un ticket chez Amazon et attendre en fait que la personne, ensuite que le support là-bas modifie votre fiche produit. Et donc si vous avez des modifications régulières à faire, c'est très compliqué. Deuxième point sur le fait de vendre sur Amazon, c'est que ça a des très gros risques de cannibaliser les ventes de votre site internet. Tout simplement parce que quelqu'un qui recherche vos produits sur Google, il va potentiellement d'abord tomber sur Amazon vu qu'Amazon est très bien référencé et ensuite tomber sur votre site internet. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont favoriser Amazon potentiellement parce qu'ils ont la livraison express qui est gratuite. Et aussi parce que s'ils connaissent pas votre marque, du coup ils ont plus confiance en Amazon. Sauf que ça c'est pas très arrangeant parce que Amazon prend 18% de commission sur vos ventes. Donc c'est très cool parce qu'Amazon va vous apporter beaucoup de visibilité. En revanche, il n'y a pas du tout d'analytics sur Amazon. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir si une personne vous a découverte via Amazon quand elle cherchait par exemple pour cette marque des lunettes, ou si elle vous a découverte via Facebook, via un autre canal d'acquisition, et qu'en cherchant votre marque, en fait, elle est tombée sur votre page Amazon et qu'elle a préféré commander sur Amazon. Donc du coup, il y a une part de nouveau business que vous apporte Amazon via la recherche directement sur la marketplace, par exemple, mais il y a aussi certainement du business qui normalement aurait dû avoir lieu sur votre site, qui va en fait avoir lieu sur Amazon. Sauf que ça vous arrange pas du tout, car comme on le disait, il y a 18% de commission sur Amazon. Donc ce que nous explique Alex Doulig aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas capable de savoir si le nouveau business que lui apporte Amazon, en prenant en compte les 18% de commission, s'il est réellement rentable par rapport à s'il vendait tout simplement sur son site internet. Et donc sur ce point, on en a profité pour interroger aussi nos clients en interne. Et donc moi j'ai eu le retour de mes chouchoutes, c'est-à-dire la marque Dijo. Donc Dijo par exemple, elles ont fait le choix de vendre sur quelques marketplaces, mais par exemple pas les marketplaces comme Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce que pour elles, c'était très important de conserver leur image de marque. Et qu'en fait, Amazon est complètement aux antipodes de leur image de marque, qui est plutôt bien-être, made in France, etc. Ça résonnait pas du tout avec la marque et ça pouvait justement faire du mal à leur branding. Et donc à cette occasion, elles m'ont partagé 2 conseils pour choisir les plateformes sur lesquelles vendre vos produits. La première chose, c'est que si vous voulez bien maîtriser votre image de marque, il faut bien choisir les plateformes sur lesquelles vous allez vendre. Le mieux, c'est de vendre sur des plateformes qui sont alignées aux valeurs de votre marque. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire attention à sa marge. Parce que généralement, les plateformes vont prendre soit une commission, soit une marge sur vos produits. Et du coup, la marge finale qui va vous revenir va être inférieure. Donc ça, il va bien falloir le prévoir dans votre business plan. Et surtout, faire attention d'avoir une bonne marge sur votre produit, auquel cas, ça va être très difficile pour vous de vendre sur des plateformes. Conclusion de tout ça et petite touche de mon avis personnel. Globalement, je pense que c'est cool de vendre sur des plateformes, surtout au début pour avoir plein de visibilité. Mais il faut faire attention à ce que votre consommateur se souvienne de vous. Pense à vous la prochaine fois qu'il a besoin de votre produit. Et il faut qu'il soit attaché à votre marque et donc que vous lui fassiez vivre une bonne expérience. Mais via les plateformes, ça peut être un peu compliqué. Je pense notamment à Amazon. Si vous faites du FBA, ça va être envoyé via un colis Amazon. Le tracking va être potentiellement Amazon. Et donc, vous allez perdre toute l'identité de votre marque. Mais en attendant, c'est de la visibilité quand vous lancez votre marque qui peut être très intéressante. Bref, du coup, c'est un peu une réponse de Normande. C'est ni oui ni non. C'est à vous de juger en fonction de l'image que vous voulez donner à votre marque et de vos besoins de croissance sur le court moyen terme. C'est fini pour ce point-là et maintenant on passe au dernier point. Alors ce dernier point, c'est pas une actu ou pas une technique publicitaire, mais je veux tout simplement vous parler de l'outil Hotjar. Vous le connaissez peut-être déjà, mais cet outil, il est beaucoup trop sous-estimé. En fait, on se rend compte à l'agence que parfois les publicités chez nos clients fonctionnent pas bien, mais que c'est pas forcément du fait des créas ou du fait de nos techniques Facebook Ads, mais que le problème vient de la conversion. Donc la conversion, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais un des facteurs, c'est l'expérience sur le site internet.
internet. Donc il y a plusieurs grands principes de base. Il faut que votre site il soit mobile first, qu'il y ait des reviews clients, que la vitesse de chargement elle soit super optimisée et globalement que la navigation se fasse simplement. Et ça c'est des points que beaucoup de marques pensent avoir craqué et c'est bon, mon site il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce que fait l'outil Hotjar justement, c'est qu'il va révéler tous les points de votre site qui vont pas. Donc il y a plusieurs fonctionnalités sur Hotjar. Il va y avoir la fonctionnalité par exemple Heatmap. En fait, cette fonctionnalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre votre page et elle va analyser les zones de chaleur sur votre page. Donc par exemple, une zone chaude, c'est une zone sur un bouton où les gens vont cliquer. Sauf qu'en fait, on se rend compte par exemple sur certains sites qu'il y a des boutons où les gens ne cliquent pas. Donc pourquoi les gens ne cliquent pas sur ce bouton? Soit il est au mauvais endroit, soit il n'est pas de la bonne couleur, soit le texte qu'il y a dessus n'est pas attrayant. Donc ça, c'est une des utilisations de la heatmap, mais après, il y a beaucoup d'autres choses. On peut en faire beaucoup d'analyses. Par exemple, parfois, il y a des endroits où on voit un point de chaleur, c'est-à-dire que les gens ont essayé de cliquer ici, mais en fait, il n'y avait rien derrière. Donc ça révèle des choses sur la navigation de votre site qui sont vraiment très très intéressantes. La deuxième fonctionnalité, c'est le screen recording. Donc là, c'est complètement fou. En fait, vous pouvez tout simplement voir le parcours en vidéo des utilisateurs de votre site. Donc par exemple, vous allez voir exactement quel produit elle a sélectionné, où elle a cliqué, par quel chemin elle est passée, quel produit elle a regardé en premier. Au moment où elle quitte la page, vous allez pouvoir voir la dernière action qu'elle a faite avant. Et du coup, ça va vous donner des indices sur pourquoi les gens quittent votre site. Vous allez pouvoir apporter des modifications, essayer de l'optimiser et donc au global d'améliorer votre taux de conversion. Et une autre feature très très intéressante, ça va être de pouvoir poser des questions à vos utilisateurs pendant leur navigation. Donc en fait, via un petit bot en bas sur votre site, vous allez pouvoir déclencher des questions à partir d'un certain moment de navigation sur votre site. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire apparaître la question « Est-ce que tu cherches une information ? Est-ce qu'il te manque quelque chose? As-tu besoin d'aide pour choisir ton produit? Etc. Et toutes ces features vont vraiment vous aider à améliorer votre taux de conversion et comprendre pourquoi les gens ne convertissent pas sur votre site. Il faut savoir que Hotjar est une version gratuite qui est largement suffisante pour faire vos premières analyses et déjà commencer à améliorer votre site. En plus, c'est pas du tout compliqué à installer sur votre site internet, ça va vraiment vous prendre 5 minutes et les bénéfices au global sur votre acquisition sont vraiment non négligeables. Parce qu'on a beau faire les meilleures publicités Facebook, avoir les meilleures techniques, les meilleure créa et amener un maximum de trafic sur votre site, si le taux de conversion derrière ne suit pas, alors c'est beaucoup de dépenses faites dans le vide. Pour vous donner un petit peu de référentiel sur ce qu'est un bon taux de conversion, on considère qu'un bon taux de conversion c'est aux alentours de 3%, tandis que tout ce qui tourne autour de 1% est assez critique et vraiment amélioré. Donc voilà, c'est tout pour ce JDE. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks en commentaire et aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde particulièrement en acquisition sur cette chaîne, alors n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et puis moi je vous fais des bisous et puis on se retrouve bientôt, hein. Tchou tchou, bisous bisous.